Elle me parle de ma maman, Françoise, elle me parle de mon premier mari. En creux, il y a le deuxième qui n'aime pas qu'on parle du premier. Tout ça, et de ce que j'ai fait dans ma vie. Et dans le fond, ça vaut ce que ça vaut, un récit comme ça. Mais ça montre bien qu'aucun humain n'est sans passé. Et qu'aucun passé n'est neutre. Quand on accueille un enfant dans une institution, il arrive, on dit c'est le fils de Madame Intel, il a fait ci, il a fait ça. Ben, c'est la même chose. La façon dont on va parler de ça pour l'enfant, c'est très très important. Parce que derrière tout ça, il y a toute cette vie avec des métiers différents, des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est la question de la continuité. Et comme on va le voir, la question de la continuité a à voir avec la sécurité affective. Voilà, donc je vous remercie pour cette introduction qui était épatante. Et en plus, comme certains d'entre vous le savent, j'accorde au fait de rire ensemble une très grande importance, parce que ça fait partie, on va en parler aussi, d'une notion qu'on utilise beaucoup en autonomie, qui est la question de la louste. Alors la louste, en français, c'est un mot anglo-saxon, en français c'est traduit de façon très pauvre par plaisir. Mais c'est pas ça, c'est plaisir, plus désir, plus joie, plus tendre vers quelque chose. Et quand on rit ensemble, on a tout ça. Et nous, ce que nous disons en autonomie, c'est que pour qu'un enfant développe toutes ses possibilités, il faut qu'il partage des moments de louste avec d'autres. Alors déjà, il y a un autre mot qui est arrivé, c'est le mot partage. L'être humain est fait et programmé pour vivre ensemble, en groupe. Et d'après ce qu'on voit autour de nous, on n'est pas toujours très performant dans ce domaine. Alors pourquoi et comment, c'est de ça qu'on va parler. D'abord, je me réjouis de voir que nous soyons aussi nombreux. Parce que chaque fois qu'on parle de... Non, mais heureusement, nous avons quelques otages masculins dans la salle. Mais, et d'ailleurs, il y en a un peu plus que d'habitude, je ne vais pas tout compter. Mais c'est quand même intéressant que quand on parle d'éducation et de sécurité affective, ce qui constitue quand même l'avenir de notre pays, et qui constitue probablement les futurs gestionnaires de nos maisons de retraite, les hommes ne sont pas là, ou très peu. C'est quand même, c'est intéressant de réfléchir à ça. Comment c'est dévolu en majorité aux femmes. C'est pour ça qu'on est très heureux de voir qu'il y ait des hommes pour s'occuper de l'éducation, parce que les enfants ont énormément besoin d'hommes dans leurs entourages. Les petits, les tout petits, et il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de sages-femmes hommes, il n'y a pas assez d'hommes dans les crèches, dans les écoles maternelles, etc. Si on avait plus, il se passerait des choses très intéressantes. Donc, avant de parler, je pense qu'il est honnête que je vous dise à partir de quelle pratique je parle. Parce que tout ce qu'on a dit, ça décrit des métiers, mais la réalité, c'est que je suis donc médecin et apto-psychothérapeute. Ça veut dire que je pratique l'autonomie dans toutes ses dimensions. Parce que l'autonomie, ce n'est pas seulement l'accompagnement de la grossesse. C'est la science de l'affectivité, c'est-à-dire que c'est une science humaine, post-freudienne, qui ne donne pas la même place à l'inconscient que la psychanalyse, et qui permet d'aborder l'humain dans sa globalité, c'est-à-dire sans séparer le corps de l'esprit, ce qui en Occident est le grand travers que nous partageons depuis plusieurs siècles. D'ailleurs, on l'entend bien dans le mot psychosomatique, il y a les deux. Alors, en Orient et en autonomie, on ne sépare pas le corps de l'esprit parce qu'on dit qu'ils sont réunis par l'affectif. Je vais y revenir pour mieux détailler. Donc c'est une pratique du soin et de l'éducation au sens le plus large du terme qui permet d'accueillir, de soigner, d'aider les humains de leur conception jusqu'à leur mort. Dans cette façon d'aborder qui instaure une relation affective entre l'accompagnant et l'accompagné, on peut aussi utiliser l'autonomie en tant qu'enseignant, en tant que musicien, etc. Et qui va toujours donner un angle affectif à tout abord de l'autre. Donc c'est très intéressant et ça me permet, moi, d'avoir comme patient des enfants de moins de 9 mois, des petits, des moyens, des adolescents, des grands et même quelques personnes très âgées. C'est une grande chance pour un thérapeute parce que souvent les thérapeutes ne voient pas des gens de tous âges. Et or,
ça réveille bien la question de la trajectoire dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'on s'aperçoit, quand on a des gens de tous âges, que les petits nous apprennent sur les vieux et les vieux nous apprennent sur les petits, parce qu'il y a une continuité. On s'aperçoit aussi que tout au long de la vie, les événements vont se faire écho. C'est pour ça que la question de la trajectoire est tellement importante, parce que nous, les professionnels, que vous soyez enseignant, ou accueillant, ou médecin, etc., on vous amène quelqu'un à un temps T de sa vie et on vous dit qu'il faut t'en occuper. Et idéalement, pour qu'il aille mieux, ou bien pour que la façon dont il se développe soit mieux. Et c'est très difficile d'intervenir comme ça, parce que pour réfléchir une trajectoire, c'est quand même important de savoir d'où on vient, hein, et d'avoir une espèce d'idée quand même de vers où ce serait bien d'aller. Sinon, on ne peut pas faire cette intervention. Je siffle là, non? Non? Le micro ne siffle pas? Ça va? Donc, c'est une grande chance d'accompagner des gens. C'est aussi une chance parce que dans l'accompagnement autonomique de la grossesse, on suit les enfants qui vont bien jusqu'à la marche acquise. Et puis, ça crée une telle relation de confiance que ces enfants, après, quand ils ont un souci, ou les parents, ils ont envie de venir nous voir nous, parce qu'on se connaît bien. Et les petits de 3, 4 ans, 6 ans, 10 ans, je veux aller voir Catherine. Ils savent très bien. Pourquoi? Parce que dans ce lieu-là, avec cette personne-là, il y a le trésor de leur continuité. Hein. Alors, ça m'a permis aussi de comprendre quelque chose de très important, c'est que dans la vie de tous les humains, il y a des moments où il y a du symptôme. Ça déconne, d'une façon ou d'une autre. Eh bien, ce n'est pas forcément pathologique. On a tendance, on est formé, déformé à dire qu'il y a du symptôme, il y a de la pathologie. Non, un enfant, c'est une suite d'équilibre précaire, avec des moments de transition où il peut y avoir des symptômes, et simplement, si on a à peu près compris de quoi il s'agissait, si on reste présent et confiant, on voit l'enfant qui se rééquilibre et les symptômes qui disparaissent. Il n'était qu'une phase. Et ça permet de comprendre que le développement d'un humain est toujours phasé. C'est pas droit comme ça. Les enfants avancent et puis ils font une pause et puis ils reprogressent, etc. Alors après, la typologie de chaque enfant va faire que sa courbe de progression va être comme ça, avec des grandes chutes et puis des grandes remontées, ou bien des montées lentes, etc. Ça, c'est individuel. Mais, par exemple, très souvent, quand on connaît bien un enfant et qu'il fait une régression, si on peut, avec les parents, voir qu'il n'y a pas eu de phénomène dérangeant dans la famille, iatrogène, pathogène, alors on se dit, oh ben c'est qu'il va nous faire un progrès. Et c'est toujours vrai. La plupart des progrès sont précédés par une régression. C'est important de savoir ça, et de ne pas tout de suite s'inquiéter quand un enfant régresse. Donc, tout a du sens, l'idée c'est d'essayer de le comprendre. Donc, si je parle, comme je le fais aujourd'hui, c'est en m'appuyant sur tout ce que mes patients m'apprennent, sur cette clinique très riche de gens de tous âges, dans tous les états, en autopsychothérapie. J'ai des patients qui sont des gros malades psychiatriques, par exemple, aussi. Hein. C'est aussi ça l'autonomie. Hein. J'ai aussi des psychanalystes en thérapie. Parce que, mais oui, c'est très intéressant et c'est les meilleurs. Parce que quelqu'un qui est un bon psychanalyste et qui lui-même a des symptômes qui l'interpellent et qui le gênent, qui soit capable de dire ma grille de lecture, parce que c'est ça une théorie, c'est une grille de lecture qu'on pose sur une vie pour essayer de la comprendre. S'il se dit malgré ma grille de lecture et de longues années de psychanalyse, j'ai des symptômes qui restent, c'est qu'il faut que j'aille chercher ailleurs. Et ça demande une grande humilité d'aller faire ça. Et pour moi, c'est très passionnant comme travail parce qu'en vérité, je travaille au confluent des deux corpus de connaissances, la psychanalyse que j'ai beaucoup travaillé avec ma mère et l'autonomie. Alors quand je vois arriver un psychanalyste de mon bureau, c'est comme un garagiste qui voit arriver une Ferrari. C'est passionnant. C'est passionnant parce qu'ils ont tellement travaillé sur eux que la moindre des choses les fait avancer. Bon. Donc voilà d'où je parle. Alors pourquoi est-ce que je suis réjouie qu'on soit si nombreux pour réfléchir ensemble sur l'éducation? C'est parce que d'abord je pense que le monde entier a beaucoup besoin d'éducation en ce moment, partout. Qu'est-ce que c'est éduquer? Éduquer, ça veut dire conduire hors. Ça veut dire en fait tout simplement déségocentré. Le petit humain, il naît naturellement égocentré. C'est normal. Hein, parce que le nourrisson, il est là, faites venir à moi, le biberon, le bouche, le sein, les parents, etc. Son geste, il est comme ça.
grandir, on pourrait dire, devenir un adulte, ce serait arriver à se déségocentrer. Et je vais vous montrer une très belle image de ça. Et c'est la tâche que nous avons, nous, comme parents, comme éducateurs, jusqu'à 15-16 ans, et après, c'est la tâche que chacun d'entre nous doit assumer jusqu'à la fin de sa vie, parce que c'est jamais fini ce boulot-là. Donc ça, c'est la première raison, c'est le grand besoin d'éducation. Que vous voyez, il suffit d'ouvrir le journal télévisé, vous voyez à quel point ça manque partout. Ce manque de savoir vivre ensemble, pour des humains qui sont programmés pour vivre ensemble, regardez comment dans nos cultures, nous fabriquons des situations de solitude presque expérimentales. Grâce aux objets techniques qui nous permettent, ça n'existait pas avant. Avant, il n'y avait jamais une femme seule dans son 2 pièces avec un nourrisson pendant des mois. Il y avait toujours, alors, soit on était riche, soit on était pauvre, mais on n'était jamais tout seul. Ce n'était pas la même solitude. Moi, quand j'ai commencé la médecine générale, j'ai un vieux monsieur qui m'avait dit, vous savez, docteur, l'eau courante a été un drame dans ma vie. Il m'a expliqué que dans son immeuble, avant, il y avait la fontaine en bas. Et on se rencontrait au bord de la fontaine, on se parlait. Et puis quand il y a eu l'eau courante, et puis alors après, la télévision, ça, et bien on ne s'est plus parlé, on était chacun chez soi. Et souvent, les progrès techniques amènent du confort, mais amènent de la souffrance morale. Ça ne va pas de soi que les progrès techniques soient des progrès humains et affectifs. Alors l'autre raison pour laquelle je suis contente qu'on parle d'éducation, c'est qu'on ne peut plus éduquer comme on faisait autrefois, parce que les connaissances ont beaucoup avancé, et trop avancé pour qu'on fasse comme si on ne savait pas. Quoique il y en a qui se débrouillent pour faire un peu comme ça. Alors, moi quand j'étais petite, souvent à l'école on me disait que j'étais la fille de la folle. Parce que ma mère disait que les bébés étaient intelligents, et que les bébés comprenaient, et qu'il fallait leur parler, etc. Et donc, à l'époque, c'était très bien vu. Franz Wettmann a dit la même chose pas longtemps après, aussi quelques années après quand même. Et tous les deux, lui, après, il a dit, mais même les fœtus, etc. Et ça sentait le souffle. Hein. Alors, ce qui est réjouissant pour moi, en tant que fille de ma mère, c'est de voir que les neurosciences ont prouvé à quel point c'était vrai. Alors, on sait maintenant, sur le cerveau des bébés, sur l'importance des échanges affectifs pour le développement de l'intelligence, des choses qu'on ne peut plus ignorer. Mais on sait aussi d'autres choses, par exemple sur la vie fétale, qui sont très importantes. Alors, comme je ne sais pas quels sont vos niveaux de connaissance, je vais vous en dire un petit peu quand même. Tant pis si vous le savez, tant pis si vous l'entendrez. On sait maintenant que le patrimoine génétique n'est pas un fait de destin. C'est-à-dire qu'au moment où les gamètes de nos parents se rencontrent, c'est comme la distribution d'un jeu de cartes. Mais il y a un dialogue constant entre nos gènes et le milieu qui nous entoure. Alors ça commence quand le spermatozoïde rentre dans la cellule, le cytoplasme, le milieu de la cellule, c'est déjà un milieu avec lequel le spermatozoïde va interagir. Donc, tout au long de notre vie fétale, à travers des phénomènes qui sont à la fois chimiques et génétiques, il y a une modification de notre patrimoine génétique. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut que les femmes fassent tellement attention à ce qu'elles boivent, à ce qu'elles mangent, à ce qu'elles avalent, etc., mais aussi à ce qu'elles vivent. Parce que nos émotions se traduisent aussi par des phénomènes hormonaux. Par exemple, les hormones ont un goût. Donc, dans la vie fétale, une mère anxieuse et une mère en sécurité, ça n'a pas du tout le même goût, ni la même odeur. Donc, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que l'enfant, tout le temps, est en interaction avec son milieu et qu'à la naissance, son jeu de cartes aura été profondément modifié par la vie prénatale qu'il aura eue. Si on imaginait deux jumeaux totalement identiques, les mutations sont tellement rapides que déjà, au bout de quelques heures, ils sont plus identiques que ça. Donc c'est déjà très important de savoir ça. Erasme du XVIIe siècle, disait l'éducation commence avant la naissance, et il avait raison. Donc c'est une très grande responsabilité. L'autre chose, alors vous savez que maintenant les généticiens, ça les amuse beaucoup de nous dire qu'on a 95% de chromosomes de commun avec la mouche ou le chimpanzé, etc. Ce qui n'est pas faux. Mais ce qu'on a de très particulier, nous les mammifères humains, c'est que nous avons inventé le langage, qui est une modification énorme par rapport aux autres mammifères,
et le néocortex, qui est l'endroit qui nous sert à caser tout ça. Or, notre néocortex, il est comme des grands placards vides. C'est-à-dire que tout ce que nous vivons dans la toute petite enfance, la vie prénatale énorme, mais après, dans les premières années de vie, ça sert à frayer des circuits neuronaux qui vont venir peupler ces aires corticales libres, qui sont si importantes, et qui font que tout le temps notre cerveau est à l'œuvre, la plasticité cérébrale est à l'œuvre de la conception jusqu'à la mort. On est le seul animal qui puisse se remanier entièrement 30 minutes avant de mourir. Ça, c'est passionnant à cause de la plasticité du système nerveux et de l'importance de la vie affective. Donc, un enfant qui arrive au monde, il a déjà ce passé très important, qui l'a beaucoup influencé, et ce travail sur son génome continue, la plasticité du système nerveux est à leur résultat. Ça veut dire que tout ce que vit un enfant petit, et ça continue, mais c'est très très intense dans la première enfance, va modifier à la fois son génome et son système nerveux. Alors, c'est très très important de comprendre ça. Qu'est-ce qui a encore changé? Vous avez lu peut-être ou vu ces émissions passionnantes sur la fibre, le microbiote, c'est-à-dire la population de bactéries dans notre tube digestif. Vous avez entendu parler de ça? C'est génial. Alors, il montre à quel point la population de bactéries qui habitent notre système digestif, qui est important, c'est 1,5 kg et 2 kg de bactéries, va influencer notre caractère, notre personnalité, nos actes, etc. Et notre santé physique aussi et mentale. C'est très très important. L'autre chose que nous connaissons depuis relativement peu, c'est l'existence de ce qu'on appelle le système nerveux entérique, qui a été trouvé par un chercheur américain qui s'appelle Michael Gershon à Columbia, l'Université de Columbia, qui a été étonné par des similitudes d'aspect entre le tube digestif et le cerveau, et qui s'est rendu compte qu'il y avait dans le tube digestif des milliers, même des centaines de milliers de neurones qui produisent des médiateurs chimiques, les mêmes que le cerveau, en énorme quantité, ce qui permet de comprendre les crises de panique. C'est-à-dire les crises de panique, c'est qu'il y a une inondation hormonale qui monte du bas vers le haut. Et ce que produit notre tube digestif en termes de médiateurs chimiques, de neuromédiateurs, est beaucoup plus important en quantité que ce que produit notre cerveau, qui est surtout une grosse glande. Donc ça, c'est très important parce que là, c'est aussi là où se passent toutes les choses affectives, toutes les émotions, on les perçoit d'abord là, et ensuite ça monte là-haut. Et là-haut, c'est trié, et puis ça redescend. Donc tout ça fait que la façon dont on s'occupe des enfants, si on est conscient de tout ça, doit évoluer. Alors, l'autre chose très importante qu'on a compris maintenant, c'est que dans la construction de la pensée et de l'identité, le sensuel, la sensualité est beaucoup plus importante qu'on croit. Alors le sensuel, c'est pas le graveleux que ça évoque malheureusement un peu en français. Le sensuel, c'est le sensoriel affecté d'un indice de sécurité ou d'insécurité. Nous percevons à chaque instant des milliers de messages qui viennent de nos chaussures, de nos boucles d'oreilles, de l'intérieur et de l'extérieur de nous. Nous les trions, sinon on ne pourrait pas vivre, on serait tout le temps malade, machin, tout ça. Donc le fait qu'on vive en triant tout le temps, ça c'est déjà un tri qui est affectif, parce qu'en fonction de l'âge qu'on a vécu, de ce qu'on a vécu, on ne va pas trier les mêmes choses. Bon. Mais ça veut dire aussi que pour chacun d'entre nous, une odeur, une couleur aura une signification différente. C'est ça le sensuel. C'est je perçois une odeur, une couleur, une émotion, elle est pour moi, elle me fait peur, elle ne me fait pas peur, elle m'inquiète, elle me rassure. J'ai envie que ça s'arrête ou j'ai envie que ça continue. C'est ça le sensuel. Et il n'y a pas de pensée qui puisse venir sans expérience sensuelle, sensorielle si vous préférez, sensuelle. Quelqu'un qui serait allongé, d'ailleurs les gens qui sont allongés longtemps, autrefois dans les décollements de rétine, on allongeait les gens très longtemps, complètement plat. Et ils disaient tous qu'au bout de quelques jours, ils ne pensaient plus de la même façon. Le fait de bouger, la vie c'est le mouvement. Le fait de bouger, de percevoir, d'être en interaction permanente avec le monde, à travers nos 5 sens, et qui sont en fait beaucoup plus que 5, parce qu'il y a toute la combinaison des sens qui est très très importante. C'est ça qui constitue l'intelligence humaine en tant qu'elle est une intelligence
affective. Bon, on va y revenir. Et c'est important. Les Américains ils disent on se construit bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut. Pendant longtemps, on a donné une place au cerveau trop importante. On a idolâtré le cerveau. Et on était dans un monde où on idolâtrait le cerveau et le patrimoine génétique, c'est du destin, c'est pas bougeable. Et bien ça, c'est fini. On s'aperçoit que le cerveau n'est qu'un ordinateur central qui est tout le temps en dialogue avec le monde extérieur par les sens. Et c'est comme ça qu'il produit de la pensée, à travers de l'expérientiel, pas l'expérientiel. Et on voit que même le patrimoine génétique, il est tout le temps en mouvement. Donc, tout ça, c'est très important pour comprendre ce que ça fait dans l'éducation. Alors, quand je parle d'affectif avec un grand A, comme dit Franz Wellman, c'est compliqué de savoir de quoi on parle exactement. Alors, l'affectif, c'est ce qui en nous aime, déteste, s'émeut, évalue le monde extérieur à travers les sentiments, les perceptions, les émotions. L'évaluation, elle est affective, elle n'est pas rationnelle. C'est le soubassement même de l'intelligence, mais aussi c'est ce qui en nous cherche à comprendre, cherche à sentir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui évalue, ce qui doute, mais aussi ce qui s'engage. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a autour de nous, tout le temps, énormément de causes qui justifieraient qu'on passe notre vie à aller s'enchaîner devant les ministères, à les protester, parce qu'il y a énormément de choses intolérables dans le monde. Qu'est-ce qui fait que nous allons élire une cause et nous engager pour la défendre, pour la soutenir? C'est affectif, c'est pas rationnel. Donc, on a beaucoup vécu sur une idée de l'intelligence comme étant avant tout cognitive, comme étant rationnelle. Mais accumuler beaucoup de connaissances sans pouvoir les évaluer, sans avoir un ressenti de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste, sans permettre de diriger sa vie et de faire des liens entre les connaissances, ça ne fait pas une intelligence. Ce qui fait une intelligence, d'ailleurs intelligérer c'est créer des liens, c'est la capacité de donner sens à ces connaissances, de les relier et de les utiliser pour produire du sens de la pensée, de la recherche, de la création, etc. Alors pourquoi est-ce que c'est spécialement important chez les humains, la sécurité affective? Parce que nous sommes des petits mammifères apeurés. Dans la catégorie mammifère, pour des raisons biologiques, on est dans la catégorie petits mammifères. Désolé, mais nous sommes une espèce très prétentieuse, mais il faut accepter ça. Alors on est des petits mammifères parlants, ça veut dire ce sujet-là, et nous sommes les plus dépendants de tous les mammifères. Tous les autres sont debout en une demi-heure. Ils savent sauter, ils savent se nourrir, ils savent brouter très vite, ils savent marcher très très vite. Nous, êtres de parole, nous mettons plus d'un an à prononcer notre premier mot, et nous mettons presque un an à nous mettre debout et à marcher. Et des fois même beaucoup plus, sans que ce soit anormal. Donc ça nous met dans une situation très particulière parce que nous sommes dans un état de dépendance aux autres, beaucoup plus grand que les autres mammifères. Donc, la peur de la solitude, la peur de l'abandon sont chez nous énormément importantes dans la structuration de notre personnalité. Parce que les nourrissons, par exemple, ils savent très bien que les liens qu'ils vont nouer avec les gens qui s'occupent d'eux, c'est une question de vie ou de mort. Ils sont au courant, je ne sais pas comment, mais ils sont au courant. Et donc, c'est pas dans des petites histoires que les liens se font. C'est dans un sentiment, s'il lâche ou si je n'arrive pas à créer le lien avec lui, je suis en danger. Et la question du danger est très, très sous-jacente. Regardez comme la peur a une place dans nos vies, de notre pensée. Très important, donc il y a beaucoup de choses qu'on dit, qu'on fait, qu'on pense, uniquement par peur. Par peur de ne pas y arriver, par peur de ne pas être compris, etc. Donc, c'est pour ça que nous sommes toujours en quête de repères et de sécurité. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant se sent en sécurité? C'est qu'il peut avoir un sentiment qu'il est dans une continuité, alors que sa vie va être tout le temps hachée. La vie d'un humain, c'est une suite d'équilibres précaires, dans lesquels on a créé un équilibre, ça va très bien, alors je viens de naître. Imaginez la première fois qu'on a faim, la grande peur que c'est. On n'a jamais vu ça.
Hein, et tout d'un coup, alors, on trouve un million à ça. On est mauvais parce que la première fin, c'est une panique invraisemblable. Donc nous, maintenant, on sait, ah, je fais une petite hypoglycémie, il faut que j'aille au frigidaire. Eux, ils signalent quand ils sont déjà en hypoglycémie. Alors j'aime beaucoup quand ils disent, tu peux attendre un petit peu. Non, il ne peut pas attendre parce que lui, il a très très peur. Qu'est-ce que c'est que cette drôle de sensation, hein? Alors, j'imagine qu'après le premier repas, ils disent, bon, ça y est, voilà un problème de régler. Et crac, 2 heures après, ça recommence. La vie d'un nouveau-né, c'est tout le temps ça. Ça allait bien, ah non, vous allez changer, ah non, il a mal au dos, ils ont souvent mal au dos parce qu'ils viennent du mou et du plié et on les met sur du rêve droit. Les matelas de bébé sont tous trop minces. Il y a beaucoup de bébés qui refusent de dormir parce que leur matelas est trop plat. Pensez-y, mettez un bout de matelas, c'est dormir en mieux. Ils ont mal au dos, mais ils étaient complètement comme ça, on les met sur des petits trucs raides. Donc, l'enfant, dans cette peur, l'enfant in utero n'a aucun besoin. Il n'est là que pour le désir. Vous êtes là, moi aussi, dans l'accompagnement de la grossesse. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'enfant humain, d'ailleurs, je vais faire avec des boulins, ça marche aussi, le mammifère cherche du lien. Le mammifère cherche du lien, c'est comme ça. Donc, un bébé humain peut très bien vivre sa grossesse sans être en lien, sans être en lien actif. Parce qu'il a besoin de rien, il est pourvu dans ses besoins. Donc, ça peut aller. Mais, dès qu'on l'interpelle et qu'on lui dit, sa mère de l'intérieur, tu es là? Parce que quand elle va à la rencontre de son enfant, pour des raisons neuroanatomiques, tous ces tonus changent dans chaque fille. C'est ça le secret de l'autonomie, c'est ça. Quand on est dans une présence affective pour l'autre, on met notre cerveau en activité principalement sous-corticale, et dans chaque vaisseau sanguin, autour de chaque vaisseau sanguin, c'est-à-dire qu'on en a partout, du cerveau jusqu'aux orteils, les petits muscles qui entourent les vaisseaux se détendent. Et le tonus partout, dans chaque muscle, dans chaque articulation, avec tous les effets hormonaux que ça peut avoir, change. Donc dès qu'on est en contact affectif, chaque fibre de notre corps se comporte autrement. C'est ça ce qu'a compris Franz Gellman et comment on peut utiliser ça. C'est pas autre chose, c'est passionnant. Et il y a une théorie du développement humain, dont on verra peut-être un petit peu tout à l'heure, qui est sous-jacente à ça. Bon. Donc quand une femme de l'intérieur va autour de son enfant, il le perçoit et il réagit. Quand les gens arrivent dans mon bureau, on prend contact, on est autour, on installe la mère et puis on donne des nouvelles. Mais dès qu'on se centre sur l'enfant, elle de l'intérieur et nous de l'extérieur, il se met en mouvement. Il ne fait pas ça. Ça, c'est la motricité qui n'est pas intéressante chez le vécu. Quelquefois, ce n'est pas du tout conscient, c'est juste pour se muscler, c'est fabriquer son système nerveux. Non, c'est un tout petit mouvement de la colonne vertébrale qui signifie « Ah, vous êtes là, donc moi aussi ». C'est-à-dire, les mères disent souvent cette très jolie chose, elles disent « Quand on va vers lui, c'est comme s'il s'allumait ». Ben voilà, c'est ça la vie affective. C'est-à-dire que quand quelqu'un se tourne vers nous, avec cette ouverture, cette empathie, cette bienveillance, qui devrait être le SMIC de chaque approche intérieure, la moindre des choses, eh bien on allume l'autre. Pas au sens émotif, mais on allume chez lui cette envie de se comporter comme un humain. Ça veut dire qu'on allume aussi son intelligence. C'est ça qui est dramatique. Une intelligence, ça s'allume et ça s'éteint. Et je ne supporte plus bien de voir dans nos sociétés nanties, riches, pleines de moyens de communication, qu'on accepte, comme on accepte qu'il y a un volant chômeur, il y a un volant d'enfants qui ne se développeront pas, qui laisseront leur intelligence en friche, qui vont être comme ça jetés. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière enquête UNICEF, celle de l'année dernière, que j'ai marrainée. Elle montre très clairement ça. Elle montre que les enfants qui, quand ils naissent dans telle chambre de famille, ils ont aucune chance de s'en sortir. Ici, on prend les enfants européens. Ça, c'est insupportable de notre part à tous. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas plus idiots que les autres, mais ils ont fait des vies absolument navrantes, pas intéressantes, éventuellement délinquantes. L'intelligence, quand elle n'est pas nourrie, et quand elle n'est pas soutenue par l'affectif, c'est la faute biologique. Donc, ces enfants vont être poussés vers des vies très différentes de ce qu'ils portaient en eux comme potentialité éventuelle. Parce qu'on n'a pas
allumé l'intelligence, on n'a pas allumé l'affectif, on ne s'est pas adressé à eux comme à des êtres intelligents. Donc ils restent en dessous de leur capacité. C'est triste à voir ça, hein, et on ne devrait plus accepter ça. Donc l'enfant in utero, dès qu'on va vers lui, il se met en mouvement, et on s'aperçoit qu'il cherche le contact. Donc, rapidement, pour que vous sachiez que c'est vrai, un fœtus, l'enfant in utero, je veux dire, un fœtus, c'est un objet pas du tout, mais c'est ça. Quand on pose la main, si la mère aime cette main, il s'approche. Si on la pose de l'autre côté, il va de l'autre côté. Donc on peut rentrer en jeu comme ça. On peut avoir une main qui provoque un peu, qui appelle un petit peu plus que juste une main posée. Et ensuite, l'enfant découvre, tous les enfants se balancent imperceptiblement sur le souffle de leur mère. Donc de droite à gauche comme ça. Si un individu de notre espèce lui fait découvrir qu'il peut aussi se balancer de haut en bas ou rouler sur son axe, et que ça peut devenir un jeu parce que quand il se balance, les grandes personnes qui ont les mains posées sur le giron de la mère sont balancées aussi, c'est-à-dire un enfant de 5 mois, s'il se balance et que moi j'ai les mains sur le ventre de la mère, et bien il me bouge jusque dans les chevilles, et il bouge son père aussi. Alors ça c'est extraordinaire pour un enfant hétéro découvrir ça. Donc il va devenir proposant. Et très vite, dès que la mère est à peine suffisamment présente et attentive, il propose. Comme un enfant dirait, non, on ne peut pas jouer à ça. Si du nom on est occupé, bon d'accord. Mais si la mère est disponible, alors c'est lui qui va donner l'amplitude, la durée et la dimension du jeu. Parce que la plupart des enfants aiment changer. Alors ils font 5-6 secondes de droite-gauche, après ils roulent un peu lentement sur leur axe, puis ils reviennent au bas, puis ils passent de l'un à l'autre, etc. Et donc, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, l'enfant, en tant que sujet de son histoire, sujet qui désire, il est éveillé. Hein, et il peut déjà, si petit, prendre une place au monde. Toute sa place, mais rien à sa place. C'est quoi ça l'éducation? Arriver à ce que chacun, à chaque moment, prenne toute sa place, mais rien à sa place. Et pas forcément penser que pour qu'il prenne sa place, il faut qu'il ait aussi celle des autres. Alors, imaginez un enfant comme ça qui, depuis des mois, il a mémorisé, et les autres aussi, les enfants qui habitent in utero près des aéroports, ils n'ont pas peur des bruits d'avion, ils les connaissent. Donc ils se sont déjà préparés à entendre une langue, qui est la langue maternelle, s'il y a deux langues, cette musique de la langue, ils ont commencé à l'apprendre in utero. Donc tout ça, ça veut dire que celui qui arrive au monde, il a un passé, déjà très important, qui a préparé son cerveau et qui a préparé sa vie affective et qui a fait qu'il n'est pas séparé comme esprit puisque c'est l'affectif qui réunit les deux. Et en fonction de ce passé, il va accueillir ce qui se passe parce qu'il aura vécu le premier grand changement énorme, le premier grand passage de seuil qu'est la naissance. Et ça, c'est une trace très importante. Il se trouve que moi, j'ai failli mourir à ma naissance. Il n'y a que l'obstétricien et moi qui le savions. Il n'avait pas pensé à le dire à mes parents. J'ai mis 35 ans à le comprendre. C'est pour ça que je suis ici ce soir. C'est parce que malgré 2 longues psychanalyses, j'avais des symptômes de peur. La nuit qui me réveillait, c'était la même chose. On m'a enfermé sans faire exprès, donc personne ne sait que je suis en danger. Donc on ne va pas me sauver. C'est ça la grande angoisse. Parce que si on l'avait su, on serait mieux sauvé. Et quand j'ai travaillé sur moi-même en psychothérapie avec Franz c'est arrivé dans la première séance. J'ai travaillé là-dessus et ça n'est plus jamais revenu. Mes peurs ont disparu pour toujours, et mes rêves, etc. Donc je le sais, moi, il y a une trace. Parce qu'en vrai, j'ai parlé de quoi. Ah oui, ben, il a fait ça. Le gars, il avait fait une manœuvre obstétricale de haute volée. C'était en Bretagne en 1946, il n'y avait pas de salut, pas de césarienne possible. Il s'est dit, bon, les collègues n'ont jamais fait d'obstétrique, je ne vais pas leur dire ce qui se passe, ils vont paniquer. Il m'a repoussé, il m'a replacé, etc. De nos jours, je retrouverai l'hôpital, évidemment. Bon, il a fait ce truc, il n'a pas pensé à le dire aux parents. Donc, il y avait ce malentendu entre eux et moi. Alors après, les tas d'événements très intéressants. Et la chance a voulu que j'ai pu reparler et reconstruire l'histoire de cette pathologie de la petite enfance, la toxicose qui a suivi, etc., comment ma mère m'a sauvé la vie, tout ça. Avec elle, ça nous a beaucoup passionnés toutes les deux. Donc, ces traces de naissance, elles sont là. Il y a plein d'histoires cliniques énormément, très nombreuses qui nous montrent que c'est vrai. Maintenant, on peut dire, oui, c'est vrai. Donc, elles laissent des traces.
C'est-à-dire que ce premier acte, c'est un mouvement très 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 puissant. Quand un enfant se déclenche à la naissance, c'est 500 chevaux qui parlent du sacrum pour aller vers la colonne. Soit il y arrive, soit il n'y arrive pas. Si ce mouvement a été vécu comme un échec, il n'a pas réussi à naître, il a fallu sortir dans quel état, etc. Tout ça, ça laisse des traces qui vont donner un style à notre façon d'aborder tous les passages de seuil. Et quand vous accueillez un enfant en institution, c'est pour lui un passage de seuil. Et ces passages de seuil, on va les retrouver tout au long de notre vie. Et ils seront marqués par la façon dont ce premier seuil est passé. On pourrait dire, pour simplifier, que plus il y a d'angoisse, plus il y a de peur, chez le père, chez la mère, chez l'enfant, chez l'obstétricien, plus il y a d'amidon dans les plis. Plus ils sont avec les plis, et plus ils sont prêts à se reformer dès qu'il y a un passage de seuil à l'horizon. Je vais vous faire cadeau d'une très belle phrase d'Edmond Jabès, qui est un écrivain égyptien, qui dit, écoutez bien, parce que c'est une façon très poétique de dire quelque chose que nous connaissons tous. S'il est vrai qu'en chaque mot, un mot tremble de naître, écoute, regarde, le mot seul se débattre dans le mot seuil. Vous avez entendu ça comme c'est beau? Écoute, s'il est vrai qu'en chaque mot, un mot tremble de naître, écoute, regarde le mot seul se débattre dans le mot seuil. Et vous le verrez en tant qu'adulte, quand vous aurez beaucoup d'expérience, ceux qui en ont déjà, chaque passage du seuil nous fait qu'on est moins nombreux de l'autre côté du seuil. Et que la vie est plus pareille. Il y a de la perte. Passer un seuil, c'est avancer. Et c'est donc perdre, parce que la vie, c'est perdre. Du jour où on est, on passe notre temps à perdre. Mais il faut bien perdre pour pouvoir acquérir des choses nouvelles. Donc, dans cette suite d'équilibre précaire, il y a de la perte et il y a du bien. Donc, notre travail d'adulte, pour donner de la sécurité affective à un enfant, c'est de lui permettre de passer ses seuils en lui parlant de son histoire, pour que sa trop grande peur, sa peur démesurée, son angoisse, etc., il puisse lui donner sens en fonction de ce qu'il a vécu. À l'adolescence, c'est pas tant. À l'adolescence, il y a une redistribution des cartes de la naissance. Et quand on sait, et quelquefois on ne sait pas, on peut déduire ce qu'un enfant a traversé à la naissance, on l'aide beaucoup à ne pas reprendre les mêmes plis pour repasser le seuil de l'adolescence. C'est très utile et très intéressant. Donc, entrer en maternelle, c'est un seuil. Entrer à la crèche, c'est un seuil. Devenir parent, c'est un seuil. L'adolescence, c'est un seuil. La ménopause, c'est un seuil. La retraite, c'est un seuil. La mort, c'est un seuil. Notre vie est pleine de seuils. Et la grande escroquerie de l'éducation, c'est que on fait croire aux enfants, tout est dit comme si, quand ça ne va pas, c'est pas normal. Comme si la vie normale, ce serait quand tout va bien. Vous savez bien que c'est une escroquerie, ça. Quand tout va bien, c'est des oasis. Il faut les sortir, les chérir, etc. Mais la plupart du temps, il y a un truc qui va pas. Ou deux, quelquefois trois. C'est comme ça. C'est ça la vie. Donc, donner à un enfant la confiance en lui et la sécurité, c'est lui parler de ça. Lui parler des seuils, de la peur des seuils, des régressions, de ce qu'il y a bien derrière le seuil, qu'il n'y a pas de raison d'en avoir peur, de la perte. Et que c'est pas parce qu'on perd des choses qu'on perd soi. Parce que ce qui donne sécurité, c'est le sentiment de continuité, de mêmeté d'être, comme disait François Dolto. C'est intéressant cette idée. Et déjà dans la vie fétale, qu'est-ce qui fait qu'un enfant n'est pas une suite de moments? Eh bien, c'est l'affectif, c'est-à-dire qu'il vit des expériences, il leur donne valeur affectivement, il les mémorise, et c'est comme ça qu'il va avoir envie de reconnaître, proposer ci, etc. C'est-à-dire se présenter comme quelqu'un qui désire et pas comme une suite de moments. Et donc, une fois qu'il est né, ça va être la même chose. Qu'est-ce qui va lui donner continuité dans ces grands passages? C'est pour ça que c'est une maltraitance terrible de séparer au moment donné des parents. Je ne sais pas, j'espère que ça se fait plus, mais il n'y a pas si longtemps, il y a encore des couveuses systématiques, 1 heure ou 2, pour qu'ils aient chaud. Alors que la meilleure couveuse du monde, c'est quand même la mère avec une couverture. Et c'est la plus performante en tout cas. Et donc ça permet les passages de seuil dans la continuité. Et ce qui est curieux, c'est que l'enfant petit, il a tellement envie de vivre que soit il est complètement ratatiné par ce qui lui est arrivé et il s'engage dans rien. Donc
voit ce genre d'enfant. Alors, quelquefois, on peut comprendre, en comprenant son histoire pour ça, et on peut les libérer beaucoup. Moi, en tant que thérapeute qui fait une thérapie nouvelle, je vois beaucoup d'enfants qui sont des échecs de thérapie, qui ont mis plusieurs praticiens en échec. Et en fait, la plupart du temps, c'est parce qu'on n'a pas été voir du côté de la naissance, et qu'on n'a pas été chercher le sens. Et ce qui, dans sa manière d'être au monde, venait de là, la vie prénatale, la naissance, etc. Et en général, quand on a fouillé là, quand il a vu des bons thérapeutes, c'est que c'est là que ça n'a pas été vu. Et je vous assure que ça marche à tous les coups, c'est très intéressant. Donc ça, c'est très important. Donc, plus tard, quand on accueille les enfants, on voit qu'il y en a qui sont vraiment comme à côté de leur vie. Et ça, il faut les aider. Les autres, ils y vont, même s'ils ne vont pas très bien, ils ont envie de vivre, ils ont envie de grandir, ils ont envie d'avancer. Et donc, ils passent les épreuves sans presque se rendre compte qu'elles les marquent. Mais les marques, elles sont là. Et bizarrement, enfin pas bizarrement du tout d'ailleurs, au fur et à mesure qu'il va passer des épreuves qui ressemblent, c'est ces marques-là qui vont se réveiller. Et c'est comme ça qu'on voit des gens qui ont traversé avec vaillance beaucoup de choses et qui tout d'un coup font une dépression parce que leur chien ou leur canari est mort. Et en fait, à cette occasion, c'est tous les deuils d'avant qui vont se réveiller. Même chose pour les arrachements, pour les séparations. Un enfant qui s'est vécu abandonné à la naissance, et ça c'est très vite, hein, c'est juste un enfant qu'on sépare de sa mère. Tout enfant séparé de sa mère pendant au moins, je dirais une heure, même pas. Le temps du nouveau-né est très lent. Une demi-heure de nouveau-né, c'est comme 2 heures pour nous. Donc 2 heures en couveuse, c'est comme une demi-journée, et même plus pour nous. Sur la planète Mars, il n'y a plus les mêmes odeurs, il n'y a plus les mêmes bruits, on est dans un confort total, etc. Tout enfant qui vit ça se vit comme abandonné. Donc la trace pour lui, c'est la trace d'abandon. Et chaque fois que vous allez l'accueillir dans une situation nouvelle ou déstabilisante, c'est ça qui va se réveiller. Je suis abandonné. Alors ça se travaille très bien en expliquant et en parlant. Donc, ce qui fait que les enfants se sentent en sécurité, c'est que leur quête de sens, qui est permanente, trouve une réponse. Alors ça, c'est très très important parce que très souvent, on n'y pense pas. On ne pense pas en institution à quel point chaque membre de l'équipe a une place dans la vie affective de l'enfant, et une place importante. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un enfant qui m'a amené parce qu'il enquiquinait tout le monde. Ça veut dire qu'il était déprimé. Un enfant qui est déprimé, il dysfonctionne, alors souvent, il devient compliqué à vivre. Donc je vois cet enfant, que je ne connaissais pas, je vois qu'il est déprimé, et je dis, bon, on va essayer de voir dans son histoire, il ne s'est rien passé. Personne n'est parti, personne n'est mort, les parents vont bien, etc. Donc, je me dis, il y a quelque chose dans son monde affectif, il y a quelque chose, puisqu'il n'y a pas de choses qui ont changé, pas de rythme, etc., c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a sûrement quelqu'un qui va mal dans son entourage. Alors je me demande aux parents, ils disent, ah ben oui, lui ce qui a changé, c'est qu'il avait un référent, très déjà, c'est un référent, pour un petit garçon, c'est vraiment important, et son référent fait une dépression nerveuse, il n'a plus le droit de s'occuper des enfants. Donc il est dans une tâche bureaucratique, il ne s'occupe plus des enfants. Mais il le voit, et il ne lui dit plus bonjour, parce qu'il vient dans un bureau, et il le voit de loin. C'était ça. Il a suffi d'aller voir le référent avec l'enfant, qui lui explique, ben oui, je m'occupe plus de toi, voilà pourquoi, etc. Et c'était fini d'aller voir. Il était guéri de sa dépression, l'enfant, qui était en phase avec cet homme, très important pour lui. Vous voyez, la sécurité affective, c'est tout ça. L'enfant est dans un monde de gens avec qui, tout le temps implicitement, il noue des liens. Vous ne voyez pas, mais tous les enfants qui sont autour de vous, ils ont des liens avec vous. Et quelque part, vous en êtes responsable. Et donc, la continuité, c'est de pouvoir être sûr que ce lien est toujours là. Et si tout d'un coup, il y a un lien qui n'est plus là, ben, qu'on nous dise au moins pourquoi. Pourquoi cette personne ne nous parle plus? Pourquoi elle est partie? Pourquoi elle a disparu? Et qu'est-ce que c'est être mort? Parce que dire que quelqu'un est mort, est parti quand il est mort, c'est pas assez clair pour nous. Parce que lui, il attend qu'il revienne. Si on est parti, c'est qu'on va revenir. Il faut mettre vraiment sur les vraies choses, parce que sinon, un enfant ne comprend pas, par exemple, dans un groupe humain,
Si quelqu'un est parti, alors le conteneur réagit d'une certaine façon. S'il est mort, il ne réagit pas pareil. Et l'enfant, avec ses grandes antennes de 50 km de long, il perçoit tout ça. Donc si on lui dit, tout est plus facile, parce que sinon, l'enfant, il perçoit émotionnellement, sensuellement, tout ce qui se passe autour de lui, et si on ne lui donne pas le sens, il va en inventer. Les enfants, ils inventent des sens bien pires que la réalité, parce que pour eux, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du sens. Donc nous, c'est ça qui leur permet d'être en paix. L'autre chose, c'est qu'ils sont traversés par de très grandes émotions. Des émotions très très difficiles à gérer, mais qui ne peuvent pas nommer parce qu'ils n'ont pas les mots pour ça. Donc quand un enfant est traversé par un orage pulsionnel, c'est-à-dire ce que vous appelez une colère, et d'autres maintenant appellent un caprice, il est le siège d'une espèce d'orage invraisemblable, ça part dans tous les sens, il n'y comprend rien. Alors soit on peut détourner si c'est au début, soit il faut laisser passer, mais après c'est très très riche pour un enfant. Je crois que ce qui t'a fâché c'était ça, ou je pense que tu étais triste, et l'aider à décoder ce mélange de colère, de chagrin, de vécu d'abandon, de peur d'être abandonné, etc. Il ne faut jamais oublier que la colère elle est très amie de la déception. Donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il s'était promis, qu'est-ce qu'il attendait et qu'est-ce qu'il n'a pas eu. Ou bien de comprendre qu'est-ce qu'il voulait retrouver. Moi, dans ma pratique clinique, je cherche beaucoup les paradis perdus, c'est-à-dire ces états précaires. Par exemple, chez les petits, il vient de découvrir la marche, il est très content, c'est une période très très importante. Et puis sa maman est enceinte, et puis il est très content, tout va bien. Son papa, sa maman, lui, la crèche, tout bien, il marche, il est content. Et puis la maman est enceinte, donc tout va bien, c'est pas facile. Mais pour une raison ou pour une autre, cette grossesse est difficile, il va falloir qu'elle s'alite. Il n'y a rien de plus angoissant pour un enfant qu'un parent alité. Une entorse de la cheville, c'est bien plus angoissant qu'une maladie très grave. Du moment que la grande personne est debout et qu'elle bouge, ça va. Donc la maman est alitée, donc c'est déjà plus la même maman. Puis après elle va accoucher, elle revient, mais c'est plus la même parce que c'est la maman avec d'un nouveau-né en plus. Donc pour lui, en fait, il est nostalgique d'un paradis perdu qui était avant qu'elle s'alite. Et on va tout penser en termes de jalousie, du puné, de machin truc. Mais si on cherche, quel était son paradis perdu? Il y avait un équilibre. Pourquoi le paradis perdu, c'était un ami des parents, ou quelque chose qui était très agréable, qui était régulièrement dans leur vie et qui a plu. Mais ils ne sont pas capables de le formuler. Donc, essayez toujours de comprendre en quoi un enfant dysfonctionne parce qu'il est nostalgique de quelque chose et qui ne sait pas vers quoi, comment reprendre goût à la vie. Parce que les enfants, ils sont comme nous, chaque fois qu'un équilibre est bon, ils croient, ils veulent se faire croire. Nous, on veut se faire croire, eux, ils croient que ça va durer toujours. En vieillissant, on comprend que non, que tout ça, c'est destiné à bouger tout le temps. Mais les enfants ne le savent pas et il faut les accompagner dans ce chemin. Ah oui, mais ça, c'était très agréable à vivre. Il s'est passé cet événement-là, tu l'auras plus, ça c'est autrement. Bon, il faut faire son deuil de ça. Et puis une fois qu'on a fait son deuil, eh ben, on peut avancer vers une nouvelle étape de vie et voir autrement les choses. Alors, ce qui est compliqué dans tout ça, c'est que dans cette quête de sens à tout, les enfants ont des antennes pour décoder tous les détails de notre présence. Ne serait-ce que les enfants savent quand on est enceinte. Avant de grossesse, très souvent. Qu'est-ce qu'ils perçoivent? Comment ils le savent? Ça, c'est un grand mystère. Mais je vous disais, ils aiment les découper, ils les mettent sur le ventre, etc. Même si on n'en a pas entendu parler. Ils sentent ça. Donc, ce que dit l'autonomie, c'est que toute communication, toute présence plutôt, est communication. Quand vous êtes présent devant des gens, leur affectivité fait qu'ils vous regardent comme vous le faites en ce moment avec moi, ils vous écoutent, et pour chacun d'entre vous, chaque geste, chaque inflexion, chaque mot va avoir un sens différent, en fonction de votre affectivité, de votre expérience, de votre type d'intelligence, etc. Et donc, si tout d'un coup je me referme en moi-même et que je me recoince complètement, et que je ferme tous mes diaphragmes, etc., déjà je n'ai plus la même voix. Vous entendez? Encore, il faut que je la ferme un peu plus. Voilà.
Donc là, j'ai plus la même voix. Il n'y a plus les mêmes harmoniques. Et si je vous fais un sourire, ça va être terrible parce qu'il peut être que fou. Parce que je ne peux pas bouger mes yeux. Les yeux, je peux commander rationnellement, pas bouger les yeux, c'est hors de ma commande. Donc on voit bien qu'il y a une discordance entre les yeux. Et si je vous dis, je suis vraiment très content d'être avec vous, vous n'allez pas me croire. Bon, si je reviens, que je suis présente, de nouveau, tout change. Bon, mais si vous êtes un enfant face à une grande personne qui est comme ça, c'est-à-dire qui est complètement à côté d'elle-même, vous le sentez. Et donc, vous n'êtes plus en sécurité. Parce que ce qui émane d'elle n'est pas cohérent. Il n'y a pas de cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle montre, entre ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. Il n'y a rien de plus rassurant pour un enfant qu'une grande personne qui est cohérente entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, qui fait comme elle dit, qui dit comme elle fait. Si vous saviez comment les enfants observent leurs parents, ou les adultes sont enfants, tu sais, ma mère, on peut rien lui dire, mais c'est pas garder un secret. Et l'autre jour, je lui ai dit ça, ou alors elle m'a dit ça, et quand papa est revenu, il lui a dit autre chose. Ils savent exactement à quoi ça revient sur est-ce qu'on dit ce qu'on fait, est-ce qu'on fait comme il dit. Alors, tout ça, ça nous amène à nous rappeler que ce qui est sécurisant, c'est de se développer en ayant la conscience peu à peu qui se construit de son identité. Et l'identité, elle se construit que par le rapport avec les autres. Et aucun humain ne peut se développer sans rapport avec les autres. Et il a tellement besoin des autres que si les autres sont des animaux, il va s'aventurer dans le monde animal si loin, c'est ce que nous ont appris tous les enfants sauvages qu'on a retrouvés. Si on les retrouve au-delà de 6 ans, ils ne peuvent jamais se resocialiser comme des humains. Parce qu'ils sont allés trop loin dans l'aventure animale. Aucun autre animal ne fait ça. C'est parce que nous sommes des humains en quête de sens, et avec notre plasticité extraordinaire, que nous faisons des choses pareilles. C'est aussi une façon de rentrer dans un monde où la logique n'est pas la même que celle des autres. On appelle la psychose. C'est parfois dans une quête de sens qu'on va rentrer dans la psychose quand on est petit. Alors, c'est tellement important de sentir qu'on a une identité que les jeunes perdus de nos cultures actuelles se fabriquent des identités de consolation. C'est pas de moi cette très belle expression, c'est d'un sociologue j'ai honte, mais j'ai oublié son nom, qui est très beau. Et c'est pour comprendre les communautarismes, les dérives communautaristes, on en a eu un exemple ces jours-ci, cette histoire de l'identité de consolation. Si je ne suis pas reconnue par la société comme un être valable avec une intelligence, une créativité, je vais me chercher un petit monde où je serai valorisée. Et pour être reconnue de ce petit monde-là, je vais me créer une identité qui n'est pas la mienne, mais qui sera une identité de consolation, parce qu'au moins là, j'aurai le sentiment d'être sur quelque chose de solide. C'est tout à fait faux, mais ça donne cette impression. Alors tout ça, ça nous amène à comprendre à quel point l'éducation est une responsabilité énorme, qu'il faut éduquer, il faut appliquer sans cesse en ayant toujours à l'esprit qu'il est possible que ça serve à rien. Parce qu'on voit tous des gens qui font tout bien avec leurs enfants, les enfants tout bien. Et on en voit d'autres, on se dit, là, ça va être la catastrophe, les enfants vont très bien. Ou déjà les adultes qui vont très bien. Donc l'éducation, c'est pas une science exacte, parce que l'affectif étant l'objet d'étude le plus complet de tout l'être humain, de tous les objets de connaissance, on ne peut pas savoir. Mais on n'a pas le choix, parce que soit on livre un enfant à lui-même, et c'est irresponsable, même si on sait que ça peut tourner bien, soit on essaye d'éduquer. Parce que c'est quand même pour ça qu'on est là, puisque on est là pour transmettre des valeurs. Ça ne suffit pas d'être né d'un homme et d'une femme pour se développer comme un humain. Il faut, si on peut avoir été dans le sens que je disais tout à l'heure, animé dans tu es un humain, alors communique, c'est ça, animé dans l'intelligence. C'est montrer très tôt à l'enfant qu'il rentre dans la ronde des échanges. Mais c'est aussi l'aider à se déségocentrer
et à pouvoir incarner ces valeurs d'humanité. Parce que c'est pas donné. Hein. Et qu'est-ce que c'est les valeurs d'humanité? C'est des valeurs affectives, hein. C'est les valeurs d'empathie, de compassion, de se mettre à la place de l'autre, de se sortir, de se décentrer de sa place pour aller comprendre l'autre. Mais ce sont aussi des valeurs de transmission. Le goût de la transmission, c'est une valeur essentiellement humaine et humanisante. Parce que finalement, si on le réfléchit bien, il n'y a pas grand-chose d'autre qui va se passer à la vie. Et puis, le goût du partage. Puisque nous sommes des mammifères de groupe, destinés à vivre en groupe, apprendre à partager, c'est une valeur essentielle. Alors, de nos jours, on voit beaucoup, par exemple, très frappé des anniversaires modernes. D'abord, il faut des clowns, des machins, des trucs, faut animer les foules. C'est très étrange et surtout, il faut que tous les enfants aient un cadeau. C'est très étonnant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éducation à l'acceptation, à la frustration. Alors que la vie est tout le temps frustrante. Si on ne sait pas renoncer à la frustration, on ne peut pas se développer comme un humain. Ça veut dire aussi qu'on dit à ces enfants-là, si tu n'as pas, la journée est ratée. Si tu n'as pas autant de compte, la journée est ratée. Ça veut dire que toute la symbolique de l'anniversaire, elle est écartée. Et les humains, ce sont des êtres symbolisants. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de se relier à un sens qui les dépasse. Le symbolique, c'est ça, tout simplement. C'est bien pas que moi et l'autre, il y a quelque chose qui nous relie à un monde entier. Le cymbolon, c'était un plat. Quand les groupes secrets, les premiers chrétiens ou les autres se réunissaient, ils mangeaient ensemble et à la fin ils cassaient le plat et chacun partait avec un bout du plat. Ça veut dire qu'ensuite, il suffisait d'avoir un bout du plat pour se sentir relié à l'autre. Il suffisait de prononcer le mot plat, le nom de ce plat, ou de se montrer un morceau, et tout cet univers, tout ce que représentaient ces engagements était là dans l'évocation de ce morceau de plat. C'est ça le symbole. Donc le symbole, ça veut dire que pour nous les humains, pour vivre ensemble, nous avons besoin de savoir que nous sommes tous reliés à quelque chose qui nous dépasse, qui est l'humanité. Et que si on n'arrive pas, et que pour cette humanité, il y a des choses qui ont du sens pour tout le monde. Et ces choses qui ont du sens pour tout le monde, eh bien, ce sont malheureusement beaucoup des interdits qui vont donner des frustrations. Parce que le fait d'être un mammifère qui vit en groupe, ben, la première chose que ça implique, c'est personne, aucun humain ne fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Ça, c'est quelque chose qui doit être dit au moment de la marche à crise. Les grandes étapes dans le développement d'un enfant petit, d'un toute petite enfance, c'est évidemment la vie prénatale, la naissance, les 3 premiers mois qui sont très particuliers parce que là, finalement, ce dont l'enfant a beaucoup besoin, surtout c'est de proximité avec ses parents, de sécurité, de soins, donnés avec tendresse, mais de proximité. Et ensuite, il y a la grande étape du 3 mois et demi, 4 mois, qui est absolument cruciale, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le cerveau. Les aires corticales se développent beaucoup. Donc, si vous vous occupez d'un enfant de 4 mois, comme quand il avait 3 mois, il va s'ennuyer. Et un enfant qui s'ennuie, il dysfonctionne. Je n'appelle pas la rêverie avec le cerveau qui va, que l'ennui c'est autre chose. L'ennui, c'est quand un enfant voudrait quelque chose et qu'il ne peut pas, et qu'il est obligé de renoncer au mouvement, soit au mouvement réel, soit au mouvement d'âme. Alors, un enfant de 3 mois et demi, 4 mois, il a envie, je vais vous montrer des images. Il a envie de mouvement, il a beaucoup envie de nouvelles choses, il a envie de se décoller un peu de sa mère. La mère, quand ça va bien, elle a aussi un peu envie de se décoller de son nourrisson. C'est souvent l'âge où il y a la question de reprise du travail, de la mise en crèche, etc. C'est un âge extrêmement important. Parce que il y a beaucoup d'enfants qui, leur monde s'ouvre, ils ont envie de beaucoup de choses, et suivant leur typologie, il y a des enfants, par exemple, on voit très bien à 3-4 mois, si quelque chose les intéresse, ils ont besoin de s'en approcher. D'autres, s'ils regardent avec leurs yeux, ça suffit. On a, ils ont besoin de regarder avec les mains. Alors, les enfants qui sont des observateurs, qui regardent avec leurs yeux, ils peuvent même à 8 mois, ne même pas savoir ramper, ils s'en foutent parce qu'ils voyagent avec les yeux.
cela ça va. Beaucoup d'autres enfants qui ont besoin de s'approcher pour voir, de toucher, etc., vont être très très frustrés d'être soit en transat pendant des heures, soit touchés sur le dos pendant des heures, parce que leur désir de motricité et l'accord entre leur désir et leur capacité, la distorsion est trop grande. Alors, souvent ces enfants-là, ils vont se retirer en eux-mêmes. Et vous voyez l'intelligence qui s'éteint. Parce qu'ils sont là toute la journée dans une immobilité contrainte. Et plus souvent qu'on croit, ils vont se déprimer. Alors ça ne se voit pas. Mais ça laisse une petite trace, une trace de je me déprime, donc je ne m'engage pas. C'est des bébés qui ne posent pas de problème. C'est facile, mais en fait, à l'intérieur, ils sont un peu en retrait, un peu dépressifs. Et ça va les marquer pour plus tard, et c'est très important. Donc cette période entre 3 mois et demi et la marche acquise est une période très très importante. Il faudrait beaucoup à ce moment-là se préoccuper des gestes qu'on fait avec eux, des gestes qu'on leur permet de découvrir, parce que dans le cerveau, le geste et la parole, ça va ensemble. Donc quand un enfant a envie de faire un geste et qu'il ne peut pas, si au moins on en parle, ça l'aide beaucoup. Si on lui parle de cette frustration. C'est des petites choses comme ça qui font sécurité. L'autre très très grande étape, c'est la marche acquise, ce que j'appelle la révolution lipédique. Parce que là, l'enfant, il dit, depuis des mois, il dit quand je marcherai, je fais tout ce que je veux, quand je veux, comme je veux, où je veux. Parce que pour lui, les bipèdes sont tout puissants. Et alors là, catastrophe, c'est pas vrai. Ils ne peuvent ni dire ni faire, soit ils n'arrivent pas, soit c'est défendu. Alors on rentre dans une période où l'aimer, c'est dire non. Donc comment on dit non sans mettre en insécurité affective? En mettant ce non en continuité, c'est-à-dire d'abord avec ton passé, comme ça tu ne peux pas pour quelle raison, ce qui se passe dans la famille, mais quand tu seras grand, tu pourras. Ou bien chaque fois que c'est vrai, même quand tu seras grand, tu ne pourras pas. Parce que même moi, même ton père, même n'importe qui, une personne qui va venir, n'a pas le droit. Ça, c'est une découverte incroyable pour un enfant. Les grandes personnes ne sont pas toutes puissantes. Et elles l'acceptent, elles n'entendent pas la demande de rage. Ça, c'est intéressant. Il y a aussi, puisque mes jambes me portent partout où je veux, je suis bienvenue toujours partout tout le temps. Ah ben non. C'est justement parce que tu marches que tu peux accepter et comprendre qu'il y a une question qui s'appelle l'espace intime pour chacun. Il y a des moments où on a envie d'être tranquille, donc tu n'es pas forcément bienvenu. Si on fait ça au moment de la marche, en le justifiant du nouvel état de bipède, les enfants l'acceptent très bien. Parce que si on ne fait pas à ce moment-là, d'abord c'est une période difficile parce que, à part l'adolescence, il n'y a pas de moment où on traverse des moments d'exaltation, de toute puissance et des moments de déballonnement terrible. Et de sentiments d'impuissance qui vont donner ces zones institutionnelles qu'on appelle les mots. Donc, si à ce moment-là, on met tout ça dans ce contexte, oui, tu es un humain, donc il faut que tu commences à suivre pour avoir ça, etc., comme on l'a tous fait à ton âge, ils le comprennent très très bien et ils peuvent accepter et traverser cette période-là en restant en sécurité et sans renoncer à leur identité. Alors après, la grande étape, c'est l'entrée à l'école maternelle. Alors, de nouveau, c'est assez compliqué, en tout cas en France, parce que l'école maternelle a tendance à se prendre pour une école primaire. Et ça, c'est très très dommageable parce qu'un enfant petit, c'est pas la cognition qui va compter, c'est d'abord apprendre à sentir, à mettre des mots sur les ressentis, à mettre des mots sur les échanges. Alors, Françoise Lotto, je sais bien qu'à 67 ans, c'est un peu ridicule de parler de sa maman, mais même si elle n'était pas ma mère, son œuvre m'intéresserait beaucoup. Donc je ne vais pas faire comme si elle n'existait pas, c'est peut-être que c'est ma mère. Donc elle avait une chose très précise, elle disait un enfant est capable d'aller à l'école maternelle sans perdre son âme et son identité, en se moutonnisant par peur, s'il est capable de s'habiller, se laver, manger seul, propre de jour, capable de nommer ses 4 grands-parents, toutes les parties de son corps, et connaître l'interdit de l'inceste. Là, il peut aller à l'école maternelle sans danger. Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup. Moi, oui. Mais ça change tout. Donc, c'est ça qu'il faut avoir comme projet pour qu'un enfant puisse aller dans ce monde sauvage de l'école maternelle en ne perdant pas son identité par peur,
il faut avoir ça comme horizon. Un enfant qui va bien de nos jours, ça se trouve entre 2 ans et demi et 3 ans. C'est très important. L'interdit de l'inceste, c'est très important. Ça se dit très simplement, ça se dit la grande loi des humains. Est-ce que tu la connais, la grande loi des humains? En général, ça ne savent pas les parents. C'est ça, c'est que les fils se marient pas avec les mères, les fils ne se marient pas avec les pères, les frères se marient pas avec les sœurs. Point barre. Ça suffit. Il faut le redire régulièrement. C'est très important que ce soit dit. Ce qui n'est pas dit ne fait pas sens. Voilà les grandes étapes. Alors, qu'est-ce que j'avais encore d'autre à vous dire? Pas grand-chose, rassurez-vous. Je vais peut-être vous montrer quelques images. Oui, alors, dans les outils du quotidien, il y a une chose qui est très importante pour la sécurité affective, c'est de ne pas utiliser la culpabilisation comme outil d'éducation. La culpabilité, le sentiment de culpabilité est le plus grand toxique qui soit pour l'être humain. Alors, nous avons tous une proportion naturelle à nous culpabiliser. Enfin, quoique pas tous. Il y en a qui devraient. Mais c'est un penchant assez naturel chez l'être humain. Alors, c'est un poison violent parce qu'il vous referme sur vous-même. Alors, avec les parents, c'est très simple. Quand une mère ou un père se sent coupable de quelque chose et qu'ils sont rapidement à ramener ça, on les aide en leur disant, écoutez, vous êtes vraiment très très égoïste. Très intégré, toujours. Parce que vous vous occupez que de gratter votre culpabilité, je suis mauvaise, j'ai mal fait, j'ai peur, et vous occupez pas de l'effet que ça fait à votre enfant. Et pendant ce temps-là, vous n'êtes pas avec et vous êtes très inquiétant pour lui, parce qu'un parent qui va mal, c'est très inquiétant. C'est pas du tout rassurant, effectivement. Donc, soit vous avez fait quelque chose de vraiment mal, bon, soit oui, soit non. Si vous avez fait quelque chose de vraiment mal, soit vous pouvez réparer, soit vous ne pouvez pas. Si vous pouvez réparer, faites-le, et n'emmerdez plus le monde avec votre identité. Voilà, c'est fait, pardon, et vous pardon, etc. Soit vous ne pouvez pas réparer, et que ça vous serve de leçon. Et que ça vous permette d'abord dans votre éducation d'être plus conséquent, et de vous dire, ça je ne le ferai plus jamais. Et arrêtez aussi d'emmerder le monde avec votre culpabilisation. Parce que c'est insupportable pour un enfant d'avoir un adulte qui est fragilisé, qui s'auto-fragilise et qui se gratte sa plaie tout le temps. Les enfants ont besoin que les adultes qui s'occupent d'eux aillent bien. C'est ça qui les rassure, c'est pour ça qu'ils ont tellement de pulsions thérapeutiques. Les bébés, ils sont prêts à tout pour aider leurs parents à aimer. Des fois, ils ont des idées saugrenues. Pourquoi? Parce que les parents, c'est vraiment comme des piliers. Alors, les piliers, au début, on s'appuie dessus, etc. Puis après, il y a un moment, on a envie de donner des petits coups de dents pour voir si ça tient. Si le pilier s'effrite et se casse la figure, ça fait peur. Il faut que le pilier dise, ouais, tu peux taper, ça va, je suis solide, je tiens. Et si l'adulte se culpabilise parce qu'il a été, il a fait ça avec des procédures, pour l'enfant, c'est totalement insécurisant. Il vaut mieux un adulte qui dit, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est pas de l'éducation, je suis désolée, mais regarde ce que tu m'as, regarde dans quel état tu m'as mis, imagine dans quel état tu aurais mis quelqu'un qui t'aimerait vraiment moi. Puis voilà, je suis désolée, ne prends pas ce trait de caractère chez moi, parce que c'est pas la chose la plus intéressante qu'il y a chez moi, prends autre chose, et prends pas ça. C'est ça. Donc, la culpabilisation, c'est un outil très délétère. Ne pas valoriser l'imitation. L'imitation est une façon de perdre son identité. Nous partageons avec les singes cette capacité formidable d'apprendre en regardant et en imitant. C'est très bien, ça nous est donné génétiquement, oui, c'est pas la peine d'en rajouter. Ce qui est intéressant, c'est l'identification. C'est-à-dire qu'on admire des grandes personnes et par amour pour eux, on se tire vers le haut, l'admiration étant un vecteur. Et puis, quand on est arrivé à un certain palier, on y renonce. Et puis on se met à dire autre chose, quelqu'un d'autre, etc. Et d'identification en identification, on se construit soi-même dans sa propre identité. Alors que dans l'imitation, on se dévalorise. Alors dans l'éducation du quotidien, c'est très très important ça. C'est-à-dire que chaque fois qu'un enfant imite, c'est bien, mais c'était pas ton idée. C'est ton idée d'appel. Toujours valoriser l'idée de l'autre. Ça, nous, les enfants d'auto, on a été éduqués comme ça, ce qui faisait que quand il y avait une bêtise de fait, c'était celui qui avait
suivi qui était le plus engueulé. Parce qu'au moins, celui qui avait l'idée de la bêtise, il avait été créatif. Mais alors l'autre, faire une bêtise en même temps, ça c'est 2 fois plus punissable. Vous voyez, c'était comme ça. L'autre chose qui nous guette tout le temps, c'est de ne pas projeter. Nous avons toujours tendance à projeter sur l'autre nos sentiments, nos idées, etc. Les enfants sont beaucoup plus mystérieux que nous croyons. Quand on les écoute vraiment, on est stupéfait par les idées qu'ils ont, par les constructions qu'ils font pour comprendre le monde. Donc quand on projette sur eux nos sentiments, qu'on s'identifie à eux, on est presque toujours à côté de la plaque. Et aussi, ne pas juger. Ça, en tant que professionnel, c'est difficile. Moi, je commence tous mes enseignements comme ça. 2 choses. Soyez bienveillants, parce qu'on va travailler les uns dans les autres, et ne jugez pas. Et je vois que dans les formations professionnelles, des psys, tout ce qu'on veut, il y a une confusion entre le discernement et le jugement. Discerner, et ça doit, moi je commence l'éducation du discernement à l'âge de 4 mois, qu'est-ce que tu trouves plus joli, cet objet-là ou cet objet-là? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Parce que quelqu'un qui sait discerner dans une société comme la nôtre, il est perdu. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire faites ci, vous serez heureux, achetez ça, vous serez merveilleux, apprenez ci, ce sera le bonheur, etc. Donc quelqu'un qui n'est pas capable de dire non, moi ça ne m'intéresse pas, il est perdu. C'est pour ça que dans l'éducation, apprendre à dire non, c'est très important. Il faut féliciter un petit quand il commence à dire non. C'est bien, quand tu seras bien dire non, tu vas dire oui. Vivement. Mais c'est vrai, quand vous avez un choix difficile à faire, quand vous écartez déjà tout ce que vous ne voulez pas, c'est un peu plus facile. Donc le discernement, c'est ce qui nous permet de dire non, oui, d'adhérer ou pas. C'est autre chose. On peut dire non, ce que vous proposez là, c'est pas bien. On n'est pas obligé de dire celui qui propose est un chrétien. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps, moi je vois tout le temps ça, je vois des parents qui arrivent avec un enfant, etc. Et je vois tout le temps les étudiants, etc. Tout de suite, ils plaquent un jugement. C'est une mauvaise mère, c'est un mauvais père, c'est tout mal, etc. Et ça, il faut vraiment avoir la force de ne pas rentrer là-dedans parce que l'expérience montre qu'une petite scène qui se passe devant vous, entre un père, une mère, un enfant, elle peut avoir 10 explications possibles. Et ce sera peut-être un 10e qui sera le plus vrai. Donc il faut accueillir le phénomène. Tiens, là, elle ne peut pas s'occuper. Tiens, elle ne peut pas dire ça. Tiens, etc. Elle ne peut pas ou elle ne peut pas. Après, c'est une question très importante à poser à un enfant ou à une grande personne. Mais ça, tu ne le fais pas parce que tu ne veux pas pouvoir ou tu ne peux pas vouloir. C'est très intéressant comme question. Et le simple fait de se poser cette question, eh bien, ça donne à l'enfant, à l'adulte d'ailleurs, une certaine sécurité affective. Alors, n'oublions pas non plus que nous sommes, pour moi, quand je suis née, c'était pas comme ça, mais maintenant, la plupart des enfants sont au monde parce qu'ils ont été décidés. Ce qui change tout. Alors, quelquefois, ils ont été aussi désirés, inconsciemment. Mais malheureusement, nous sommes une société tellement rationnelle qu'elle confond le désir et la décision. C'est pas du tout pareil de décider. On peut décider des choses pour des raisons très très névrotiques. Désirer, c'est un autre registre. Et beaucoup d'enfants décidés n'étaient pas forcément inconsciemment désirés. Et beaucoup d'enfants non décidés sont très inconsciemment désirés. Enfin bref. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors les pauvres enfants décidés, ils ont sur leurs épaules la charge, ils ont un devoir de bonheur. Il faut qu'ils soient heureux, parce qu'en étant heureux, ils sont garants du bonheur de leurs parents. Vous vous rendez compte? C'est la vie d'âme. Donc il faut absolument avoir grande compassion pour ces enfants, pour ce devoir de bonheur, c'est-à-dire qu'ils doivent donner satisfaction. Alors que quelquefois, les chemins qu'ils vont prendre ne sont pas du tout ceux qu'on avait prévus pour eux. Mais faire honneur à ses parents, ça ne veut pas forcément leur faire plaisir. Imaginez une lignée de charcutiers, il y en a qui dit « moi je veux être violoniste ». Ça va faire de l'embrouille dans la famille, il ne va pas reprendre l'affaire. Mais s'il est un bon violoniste, il va faire, il ne leur a pas fait plaisir. Et vice versa pour les familles de violonistes ou de charcutiers. Donc il faut toujours avoir l'idée, qu'est-ce que c'est que se développer soi-même grâce à cette sécurité qu'on a affective, qu'on a construite, qui nous permet d'être à l'écoute de toutes nos possibilités et d'oser poser des actes
même s'ils ne font pas plaisir à la famille. C'est ça, le but de la vie. Hein, c'est être capable de développer toutes les potentialités qui sont en nous, avec des valeurs d'humanité. Alors pour ça, nous, on utilise beaucoup en apologie ce qu'on appelle la confirmation affective, hein, c'est-à-dire une façon de s'approcher de l'autre qui lui donne immédiatement un sentiment de sécurité, ça s'apprend, hein, de sécurité, de complétude, et puis lui donne le sentiment que c'est bon qu'il soit là tel qu'il est comme il est. Et ça, c'est un détonateur extraordinaire, un détonateur d'étonnement. Ce qui est très étonnant, c'est l'efficacité de l'affectivité. Vous le savez tous, parce que vous le vivez, mais vous n'osez pas toujours le mettre en acte. La façon d'accueillir, de confirmer l'autre pour le bon qu'il représente pour vous, même si vous le croisez 10 secondes, ça va avoir des effets sur lui, sur la libération de ses capacités, sur son autorisation qui va se donner de penser par lui-même, et sur le fait qu'il va devenir échangeant avec vous, avec les autres, qui sont extraordinaires. C'est pour ça que c'est tellement dommage de voir ces sociétés où maintenant tout doit être mesuré, calibré. Vous savez que la fée Grados a changé de nom. Elle s'appelle la T2A. Alors pour ceux qui ne sont pas professionnels, la T2A, c'est cette loi de la tarification à l'acte qui fait que dans les services médicaux, dans toutes les institutions, le budget de l'année suivante sera calculé en fonction du nombre d'actes tarifés que vous avez fait. Manque de bol, s'asseoir près d'une femme et pour parler avec elle d'allaitement, c'est pas tarifé. S'asseoir près d'un bébé pour lui parler, c'est pas tarifé. C'est plein de choses très humanisantes qui ne sont pas tarifées. De toute façon, les métiers où on s'occupe des petits sont les moins payés. Vous avez remarqué ? On paye moins une femme qui garde nos enfants qu'une femme de ménage. C'est intéressant. Dans une société où tout n'a de prix qu'en fonction de ce que ça rapporte. Voilà, je vais vous montrer quelques images. Il faut qu'on s'arrête, on va dialoguer en plus. Qu'est-ce que je disais ? Je vais vous faire un autre cadeau, une très belle phrase, ou deux belles phrases. J'aime bien les belles phrases. Il y a le sorcier Yaki de Carlos Castaneda, je ne sais pas s'il existait, mais il disait cette très belle phrase. Il disait permettre à quelqu'un de mener sa vie, c'est lui permettre d'équilibrer l'horreur d'être un humain avec la